Mystic Moon, bienvenue dans l'espace sacré. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'espace sacré. Aujourd'hui, je filme et je vais publier cette vidéo juste avant l'été et je me suis dit que c'était parfait pour vous faire découvrir de nouveaux ouvrages de ma bibliothèque qui sont les plus légers tout en ayant bien sûr un rapport avec la magie et la sorcellerie. Alors du coup, si vous ne le savez pas, je me suis lancée dans une série de vidéos qui vous présente toute ma bibliothèque parce que je sais que vous êtes très intéressés par des ouvrages sur le domaine de la spiritualité, de la magie, du paganisme, de la sorcellerie, et donc j'ai décidé de vous faire découvrir un petit peu tous mes ouvrages qui pourraient peut-être vous inspirer et vous permettre de découvrir par la lecture ce type de pratique. Même si je pense que ce n'est pas en lisant qu'on apprend réellement, mais que c'est aussi beaucoup en pratiquant. Bref, tout ça je vous l'explique dans la première vidéo, alors je reviens pas dessus. Donc j'ai fait une première vidéo qui vous présente toute ma bibliothèque, à savoir toutes les thématiques qu'on y retrouve. Et en plus de ça, je vous fais la liste de tous les ouvrages qui me paraissent vraiment cool pour débuter. Donc si ça vous intéresse, allez sur ma chaîne YouTube. J'ai également fait la deuxième vidéo de cette série où je présente ce rayon de ma bibliothèque qui est le rayon magie et sorcellerie. Je prends vraiment le temps de vous présenter chaque ouvrage, etc. Donc si cette thématique vous intéresse, il y a la vidéo aussi. Et aujourd'hui, on va donc aller voyager dans tout ce rayon-là, qui est le rayon fantastique, en lien avec la magie et la sorcellerie. Donc ça nous emmène dans des univers qui n'existent pas vraiment, mais qui nous permettent de découvrir des façons de penser, des façons de faire qui peuvent vraiment nous inspirer dans nos pratiques magiques et spirituelles, mais par le divertissement, par l'imaginaire, et ça c'est hyper intéressant. Petite parenthèse, il est possible que vous entendiez des petits bruits, tout simplement parce que je suis en plein travaux, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à faire de vidéos en ce moment, et je me suis dit, allez là ça fait pas trop de bruit, on en profite. Je pense qu'il y a un petit peu deux équipes. Il y a l'équipe des personnes qui vont penser que les livres, les romans fantastiques qui racontent des histoires, finalement ça n'a pas trop de valeur à part nous divertir. Et l'équipe qui va vraiment y voir tout le potentiel philosophique, de réflexion, mais aussi même des pistes de mise en pratique. Moi je suis plutôt beaucoup de la deuxième équipe, donc il va y voir vraiment un potentiel. Pourquoi? Parce que à la base, il faut quand même rappeler que toutes nos pratiques magiques, sorcières, païennes étaient transmises à l'oral à travers des contes, des légendes, des mythes. On racontait des histoires pour expliquer tout cet univers, pour expliquer cet invisible, pour expliquer comment on partait à son exploration et ses interactions, etc. Et après c'était à nous d'en tirer les leçons et de voir à travers ça ce que l'on pouvait du coup transformer dans notre réalité avec une mise en pratique concrète. Je suis pas en train de vous dire que chaque livre de fantastique est interprétable pour une pratique païenne ou magique, pas du tout, mais que certains ont vraiment ce potentiel très très fort, et c'est de ces livres-là que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Bon, le rayon étant immense, on va s'y mettre maintenant. Juste ce que je trouve sympa aussi, c'est de s'ouvrir à d'autres lectures pour inspirer sa pratique, pour aider sa réflexion dans ce domaine-là. Parce que je pense que de s'enfermer tout le temps dans des livres qui sont prévus directement pour vous parler de magie, d'ésotérisme, etc., on arrive déjà avec un point de vue en fait qui est hyper fermé, si je peux dire, alors que là ça nous permet de nous ouvrir à autre chose. Je pense vraiment que ça peut vous apporter une respiration et une inspiration très très importante dans nos pratiques. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on n'apprend pas la magie et la sorcellerie que dans des livres sur la magie et la sorcellerie, on en apprend dans bien d'autres livres et aussi dans des films, dans des discussions, à travers la musique, à travers la danse, dans plein d'explorations de la vie, parce que la magie elle est partout. Bon, il est temps de commencer. On va commencer par, attention, et pas des moindres, la saga Harry Potter. Alors, je pense qu'on a à peu près tous à la connaître, cette saga, qu'on l'ait lue ou qu'on l'ait pas lue. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai grandi avec Harry Potter. Quand Harry Potter est sorti, j'avais à peu près le même âge que le personnage. Et du coup, quand c'est sorti, moi je devais attendre 1 an pour accéder au 2e tome, parce que j'ai grandi en même temps que les livres sont sortis. Donc c'est quand même assez ouf. C'est que moi j'ai vraiment été la génération qui a grandi avec Harry Potter.
Et en ça, c'est une saga avec laquelle je suis très attachée. Ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup apporté. Voilà. Pour ce qui est de l'approche de ce que ça peut nous faire découvrir de ce monde de sorciers, eh bien pour ma part je ne trouve pas que ça nous apporte tant sur la pratique magique ou sorcière, étonnamment dans une école de sorcellerie. Je trouve que ici on va beaucoup plus avoir des approches philosophiques de la vie, sur la mort, sur la famille, sur l'amitié, sur l'amour, sur l'estime de soi, sur la confiance, sur comment on grandit, comment on apprend de la vie. Je trouve que c'est une métaphore du passage à la vie d'adulte, c'est une métaphore comment dire, du moment où on grandit en fait, beaucoup plus que une approche où on va vraiment pouvoir aller en retirer quelque chose sur la magie et la sorcellerie. On peut, il y en a bien entendu. Je pense notamment au Patronus, si vous connaissez Harry Potter, qui est vraiment très intéressant à explorer d'un point de vue magique et sorcier, à savoir comment je pourrais créer cette entité protectrice qui pourrait me suivre, faire appel à cette énergie. Le lien aux ancêtres aussi, on voit que les ancêtres de Harry Potter sont encore très très présents et l'aident en fait même s'ils ne sont plus de ce monde. Du coup il y a quand même bien entendu des choses qu'on peut retirer dans Harry Potter, mais finalement c'est pas le plus, pour moi il y a des livres autres en fantastique qui nous apportent beaucoup plus de nourriture si je peux dire pour explorer sa pratique. Donc voilà, si j'avais un premier conseil, évidemment Harry Potter. Alors sachez que j'ai conscience des polémiques qu'il y a avec l'autrice. C'est bien de la lecture du livre dont je parle et pas de l'autrice, même si ça pose question. Et je n'ai pas la réponse à cette question, mais c'est vrai que ça pose question par rapport aux propos qu'elle a pu tenir et aux polémiques qu'il y a autour de l'autrice. Ensuite, on a les contes de Bubble le Barde. Alors ça, c'est du coup un conte qui est tiré du livre. Donc on en parle beaucoup dans la saga Harry Potter. Et alors pour le coup, là, le format conte, je le trouve extrêmement intéressant. Et là, du coup, ça vient parler notamment de ce qu'ils appellent du coup les reliques de la mort. On a plusieurs contes qui sont pleins de sagesse et pleins d'apprentissage. Là, du coup, ce que j'aime bien, c'est de retrouver justement la transmission avec les histoires, donc notre rapport aux contes et aux légendes, qui je pense est vraiment central dans nos pratiques. Donc celui-ci est vraiment sympa. On en a un sur les animaux fantastiques. Voilà, donc ça c'était une édition qui nous présentait particulièrement les animaux fantastiques. Ici c'est un petit dictionnaire d'Harry Potter. Et ici on a un livre un petit peu spécial. Hop, je remets Edwige quand même, la pauvre. Qui est un livre spécialement sur les sorcières. Alors pour l'inspiration de la pratique ou autre, je ne sais pas si on peut vraiment y trouver quelque chose. Je pense que si, c'est peut-être d'explorer l'archétype du féminin et d'explorer la posture de la sorcière dans son histoire. C'est surtout, je trouvais fun d'aller explorer tous les personnages féminins des livres et des films. Je pense que c'est bon Harry Potter, on a fait le tour. Je vais passer maintenant à une deuxième saga qui est vraiment ma saga préférée de tous les temps, que j'ai envie de relire et relire. C'est la saga Passe-Miroir. Alors la saga Passe-Miroir, quand je l'ai eu au départ, je l'ai acheté en petit livre. Hein. Je ne l'ai pas acheté directement dans ce beau coffret, mais j'ai tellement été fan au bout du deuxième tome que je me suis dit allez, j'achète le coffret avec les 4 tomes pour lire le 3 et le 4. Je ne regrette pas du tout, j'adore ce coffret et la saga est incroyable. J'en ai déjà parlé notamment sur ma chaîne Twitch il y a un an. Je l'ai découvert moi assez tardivement parce que c'est une saga qui mine de rien a fait quand même pas mal parler d'elle chez les lecteurs et les lectrices. Et donc c'est une saga qui est écrite par une Française qui s'appelle alors Christelle Dabos. J'hésitais entre Christelle et Christine. Christelle Dabos qui a créé tout un univers incroyable. C'est vraiment une saga pépite dans le sens où on apprend pour moi énormément de choses et sur l'espace, le temps, l'animisme, les voyages, bref, la connexion aux objets,
Il y a énormément de choses à explorer dans ces livres, et philosophiquement sur la vie, mais aussi sur la notion de l'espace et du temps, sur la notion de la connaissance, sur la notion du lien avec l'esprit, les âmes. Il y a énormément de choses à retirer de cette saga. Pour moi, c'est celle qui m'inspire le plus aujourd'hui et c'est celle que j'ai envie de relire tout le temps. Donc il y a un univers qui a été vraiment créé et qui est complètement en dehors de ce qu'on connaît déjà, et c'est pour ça que j'adore cette saga, c'est que c'est pas une redite de ce qu'on connaît déjà, de ce qu'on a déjà vu 50 fois, il y a vraiment un univers complètement à part. Donc qu'est-ce qui se passe en gros? On va suivre notamment un des personnages principaux qui est Ophélie, dans un monde en fait qui a été scindé en plusieurs arches, en plusieurs parties en fait, et chaque arche a ses spécialités magiques, si je peux dire. L'arche d'Ophélie, sa spécialité, c'est l'animisme, c'est-à-dire que dans leur cas, c'est la lecture d'objets. Ils sont en capacité de lire l'histoire des objets, de remonter toute leur historique, toute leur vie. C'est assez incroyable. Juste en touchant l'objet, hop, ils ont les flashs de toute la vie de l'objet. Elle, en plus de ça, elle a une petite spécificité, c'est que elle est passeuse de miroirs. Elle passe les miroirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle va pouvoir traverser d'un miroir pour aller par un autre miroir. Bon, il faut quand même qu'il y ait une certaine distance qui soit respectée et ça la permet de voyager à travers les miroirs. C'est toute une symbolique, je vous passe les détails, c'est incroyable. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué notamment, c'est que pour pouvoir passer les miroirs, c'est très rare de pouvoir le faire parce qu'il faut être capable de se regarder en face. Donc au-delà de l'aspect magique et sorcier, il y a aussi vraiment un aspect philosophique, psychologique et hyper intéressant dans cette saga. Et du coup tout le long on va suivre Ophélie, mais on va suivre aussi plein d'autres personnages, on va rencontrer énormément de personnages, on va aller découvrir un petit peu toutes les arches. Et du coup, l'histoire tourne beaucoup en fait de cette compréhension de pourquoi le monde est scindé, comment ça se passe en fait, et de plein de manigances, etc. entre ces mondes. On va découvrir du coup les autres pouvoirs des autres arches et on va découvrir notamment les esprits de famille. Donc ça aussi c'est hyper intéressant. Chaque arche a un esprit de famille qui est immortel et qui détient justement une forme de connaissance et de sagesse, mais en même temps il peut pas tout se rappeler, il a la mémoire qui est cassée. Il y a tellement à explorer dans ces livres. Est-ce que je les ai bien vendus? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment les présenter tellement ils sont riches et puissants. Allez voir les résumés des livres si ça vous intéresse. Franchement, pour un été là, la saga de 4 là, mais vous allez voir, moi je ne dormais pas la nuit pour savoir la suite, tellement que j'ai été passionnée. Après je sais aussi qu'il y en a plein qui n'aiment pas, donc vous verrez si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu les livres que je vous présente et ce que vous en pensez. Ça peut être sympa pour les autres qui regarderont les commentaires d'avoir d'autres avis que le mien, je pense que ça peut être cool. Bon, je vais aller plus vite pour la suite. Là, c'était en même temps les livres passion. J'avais envie de vous présenter Freaks Squill, qui vient d'un studio français. C'est le studio Ankama, que j'aime beaucoup. Et qui a fait notamment des bandes dessinées, une série de bandes dessinées avec Freaks. Je ne les ai pas toutes, loin de là. J'aurais bien aimé, mais voilà, j'avoue que j'ai bien aimé la saga, mais bah, ça reste un investissement, les bandes dessinées. Freaks Squill, j'aime beaucoup, c'est parce que c'est un peu des anti-héros. Donc en fait on suit des personnages qui ont des pouvoirs et qui vont du coup dans une école un peu de super-héros. Donc on est plutôt en mode super-héros que sorcier, sorcière. Et en même temps il y a beaucoup aussi de différents pouvoirs et c'est hyper intéressant. Il y a notamment un personnage que j'adore qui est un loup, qui est un personnage qui est capable de donner vie à des poupées pour faire des choses. Donc il y a plein de petits clins d'œil, je trouve, à des pratiques qui sont hyper intéressantes. J'aime beaucoup le principe un peu du anti-héros, du coup il y a beaucoup d'humour aussi dans cette bande dessinée. Franchement, c'est un univers qui est hyper sympa. Je vais vous montrer les dessins quand même pour que vous voyez un petit peu l'univers de la bande dessinée. Mais voilà, vraiment je l'adore. Donc vous avez quelques pages en couleur parfois. Mais ça va être surtout en fait ensuite du noir et blanc. Donc voilà, là on a quelques pages en couleur. Ça c'est les flashbacks du début. Et ensuite, voilà, sur le cœur de l'histoire, on va être sur du noir et blanc.
J'adore les... Après voilà, faut aimer la bande dessinée. C'est un univers très particulier, mais moi j'ai juste adoré. J'ai été très très fan ado, début adulte de cette saga. Je l'ai jamais relu et en vous en parlant là, ça me donne envie. Bon, je vais passer encore à une bande dessinée, histoire que bande dessinée... J'en ai une autre. On va faire toutes les bandes dessinées, comme ça c'est fait, et après on passe aux autres romans. Ça c'est Les Montagnes Hallucinées, qui est une bande dessinée adaptée du coup des Montagnes Hallucinées de Lovecraft. Si vous ne connaissez pas Lovecraft, alors là c'est un univers vraiment incroyable. Je ne serai pas la meilleure personne pour en parler, parce que bah, même si je suis très attirée par cet univers, je ne m'y suis jamais complètement plongée, mais peut-être qu'un jour je le ferai parce que ça m'attire beaucoup. Après c'est vraiment un monde hyper sombre, hyper obscur, mais justement je pense que ça peut être intéressant, et pour moi en tout cas. Et notamment vous avez peut-être entendu parler de Cthulhu, qui fait partie des créations monstrueuses de Lovecraft. Donc Les Montagnes Hallucinées, c'est vraiment l'histoire de Lovecraft reprise en bande dessinée, et c'est en ça que je trouvais assez cool, c'est que c'est un univers tellement fort en images, en imagerie, Lovecraft, où il décrit aussi, il y a beaucoup de descriptions, c'est vraiment tout un univers qui a été créé de A à Z quoi, donc il y a énormément de profondeur, énormément de richesse, que du coup en bande dessinée je voulais voir ce que ça allait donner. Alors sur les dessins, c'est vraiment pas le type de bande dessinée que j'aime lire habituellement, donc c'est pas un gros coup de cœur pour moi, mais je trouvais quand même cool de vous le montrer pour notamment vous parler de Lovecraft, parce que je pense que ça peut être un univers qui peut plaire à certaines personnes. Si vous ne connaissez pas, allez voir. C'est pas juste un univers graphique, loin de là, hein, ce sont des romans avant tout, qui sont écrits divinement bien, et qui font vraiment peur. C'est vraiment, on est dans le monde de la peur, de l'angoisse, de l'horreur, de l'obscur, mais c'est aussi très profond dans les réflexions philosophiques, les réflexions de la vie, de la mort, et il y a aussi beaucoup de choses liées aux nécromanciens, aux grands mages, etc. Donc au niveau univers magie sorcellerie, c'est très très intéressant Lovecraft, et on peut vraiment en retirer beaucoup de choses. Après je sais pas si c'est la petite lecture plaisir de l'été, mais comme ça vous avez la ref. Je vous présente le livre le plus cher de ma bibliothèque, jamais acheté. Il coûte 39 €. Et tout ceci est une bande dessinée en couleur, d'où le prix. Je sais pas si vous savez, la bande dessinée c'est cher parce que tu payes l'auteur qui va faire les textes, le dessinateur qui va faire les dessins, et si en plus il y a de la couleur, alors là, c'est pour ça que très souvent on a des BD en noir et blanc. Celle-ci est full couleur, donc c'est justifié le prix. Après il faut aimer l'histoire. Nous avons ici Un rêve de renard. Le résumé, je vais vous le lire parce que je trouve que ça résume complètement l'idée et le pourquoi j'aime cette bande dessinée. Un jeune renard céleste, gardien des aurores boréales, provoque accidentellement une fissure entre notre monde et l'au-delà. Un jeune homme et son chien métamorphe vont alors devoir se lancer dans une quête pour sauver les âmes de gens de leur village avant que celles-ci ne rejoignent Tuonela, le pays du sommeil éternel. Ça parle forcément de plein de sujets. On a des animaux, on a des métamorphes, on a plusieurs mondes. On va du coup explorer l'au-delà, on va explorer cette question de plusieurs mondes, on va explorer la question de l'âme dans un univers incroyable nordique avec des aurores boréales. Bon bah voilà, moi je suis conquise. Les dessins sont incroyables. Et je trouve que prendre la position de se dire je vais faire un livre de cette taille-là, bande dessinée tout en couleur, je sais pas si vous imaginez le travail qu'il y a derrière. Ce livre est une œuvre en fait, c'est une œuvre d'art. En plus que l'histoire soit incroyable, je trouve. Et qu'il y a beaucoup à explorer philosophiquement. Plutôt dans le concept des mondes, ce qu'on appelle la cosmologie, la création du monde, etc. Et puis aussi sur plein de choses de la vie, de l'amitié, du dépassement de soi, voilà, plein de belles choses à explorer dans cette bande dessinée.
Vous rapprocher parce que du coup on est passé de l'autre côté de la bibliothèque. Donc la deuxième partie où je vous en ai déjà montré quelques-uns. Alors on continue avec une saga que je n'ai pas lue mais que je sais beaucoup ont adoré, beaucoup me l'ont recommandé et c'est un cadeau. Donc c'est une saga en 3 tomes. Le premier tome est dans ma chambre, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Mais du coup ça s'appelle à la croisée des mondes. Donc à la croisée des mondes 3 tomes de Philippe Pullman. Et c'est aussi tout un monde, toute une création de monde. C'est ça que je pense que vous avez compris, c'est ce que j'aime le plus. C'est quand on vient vraiment créer des univers complets, parce que c'est ce qui me fait le plus voyager et transporter dans une histoire, là où par exemple les histoires de vampires, loups-garous, sorciers, sorcières, c'est sympa. Mais moi je m'ennuie quand même très très vite, j'ai l'impression qu'on les a vus et revus et revus. J'aime quand on m'emmène dans de nouvelles contrées parce qu'on va explorer de nouveaux concepts et c'est ça qui va vraiment nous nourrir, nous enrichir. À la croisée des mondes c'est extrêmement connu, je ne l'ai pas lu donc je ne vais pas en parler. Je vous invite à aller voir les résumés des livres sur internet si vous avez envie d'explorer cette saga qui je sais encore une fois a plu à tellement de personnes qu'à mon avis elle a du potentiel. Je vous parle ici de Souvenirs de Marnie. Souvenirs de Marnie, écrit par pardon, Joanne Robinson. Alors, moi je ne l'ai pas lu parce que j'ai vu le film en fait, qui a été... Miyazaki a participé à ce film d'animation qui est basé sur ce livre. Si vous ne connaissez pas Miyazaki, il fait des films d'animation et qui sont vraiment incroyables. Ce ne sont pas des dessins animés, hein, ce sont des films d'animation qui sont puissants, méga puissants. Les Souvenirs de Marnie, j'avais beaucoup aimé le concept du film et du coup je m'étais dit que j'allais acheter le livre mais je ne l'ai toujours pas lu. J'ai adoré l'histoire, je vous lis le résumé. Anna, petite orpheline solitaire envoyée sur la côte est de l'Angleterre pour profiter du climat, va entre deux rêveries à travers les dunes rencontrer la fantasque Marnie et la paix intérieure qu'il y a à s'ouvrir au monde. Mais à peine découvre-t-elle le bonheur de l'amitié que Marnie disparaît. D'une écriture délicate et pleine d'émotion, ce roman empreint d'une douce poésie et bien plus que la parenthèse magique d'une jeune fille en quête d'elle-même. Souvenir de Marnie est une évocation intemporelle des mystères de la jeunesse où le besoin d'être et d'être accepté semble si vital qu'il en devient douloureux. J'en ai des frissons tellement que il explore des sujets assez incroyables, mais pour moi il y a vraiment un aspect magique aussi dans ce livre, puisque en fait Marnie, je peux pas vous expliquer en fait, parce que sinon je vous raconte la fin. Vous allez suivre toute une histoire et à la fin vous allez comprendre en fait c'est qui est Marnie et quel est ce lien entre comment elle s'appelle déjà, entre Anna et Marnie. Et c'est hyper intéressant sur des aspects de... Je peux pas vous en parler en fait, il faut voir le film ou lire le livre. C'est très compliqué d'expliquer, mais en tout cas il y a vraiment un aspect connexion à autre chose qui est très intéressant. Je peux pas vous le dire sinon je vais vous gâcher tout le livre ou tout le film si vous avez envie de le lire. Ok, ensuite on a la passeuse de mots qui a retrouvé la bibliothèque alors que j'étais censée le lire. Et j'ai commencé à le lire et je n'y arrive pas. Pourtant il paraît qu'il est vraiment génial, on m'a dit accroche-toi, le début est difficile mais tu vas voir il est génial, surtout à partir du tome 2. Sauf que le tome 1 il fait déjà ça. Donc voilà, après j'adore l'esprit du livre parce que la magie ici se concentre sur les mots. Et alors je trouve l'idée géniale d'explorer la magie à travers les mots. Ça me parle beaucoup, les mots de pouvoir, etc. J'ai envie d'en savoir plus. Donc je pense que je suis dans une période tellement chargée en ce moment que j'ai pas la place pour un livre comme ça. Et c'est ok, c'est pas un souci. Je prendrai le temps et la place de ça plus tard. Je vais vous lire le résumé. Moi j'ai commencé à le lire. En effet, pour vous dire, c'est très long à se mettre en place. C'est extrêmement long à se mettre en place. J'en suis toujours pas au moment où ça démarre vraiment. Donc voilà, je préfère le prévenir. Par contre, le concept est génial. Alors, dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir. Celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible.
Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres, elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Moi, le résumé, il me fait acheter le livre directement. Je trouve le concept génial. Je pense vraiment qu'il peut nous permettre d'explorer justement cette idée de pouvoir des mots si on s'y accroche. Et pour ça, je pense que c'est vraiment une pépite. J'ai juste pas réussi encore à me mettre dedans. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Ce serait hyper intéressant. Winterwood, la forêt des âmes perdues de Shi Earnshan. Je ne saurais pas prononcer son nom, je vous le montre. Je vous avais déjà parlé de ce livre dans une vidéo que j'ai beaucoup aimé. Alors, je trouve pas l'écriture exceptionnelle de ce livre. Je trouve que voilà, dans l'écriture, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu... voilà, je pense que la traduction est pas toujours top, ça flotte un petit peu, la traduction est pas toujours incroyable. Par contre, le concept de l'histoire est vraiment cool, ça se lit très facilement. Alors là, vraiment, vous le lisez très facilement a priori, ça se lit très vite. Et je vous lis le résumé. Certains disent que les bois de Wickerwoods sont magiques, hantés même. Nora Walker, héritière d'une lignée de sorcières, sait à quoi s'en tenir. Comme ses ancêtres, elle partage un lien secret avec la forêt. Bon, voilà, c'est là où le livre m'a eu avec ce résumé. Et c'est ce lien qui met Oliver Huntsman sur sa route. Oliver qui a disparu du camp de redressement il y a plusieurs semaines en pleine tempête et qui devrait être mort. Elle comprend qu'il cache un secret. Oliver, de son côté, est prêt à tout pour ne pas se souvenir, car il n'est pas le seul à avoir disparu cette nuit-là. J'en ai des frissons. Ce livre est vraiment incroyable. La fin est retournement de situation. Donc voilà, ça te tient en haleine. C'est vraiment cool. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est surtout pour moi la toile de fond qui est cette histoire de famille de sorcières qui se transmettent un grimoire de génération en génération, qui ont une connexion très particulière à la forêt. La forêt, t'y rentres pas comme tu veux. Elle te prend forcément quelque chose, elle garde les objets et les souvenirs. Donc le concept de la forêt, du lien avec la forêt, de la transmission entre générations, tout ça je trouve que c'est hyper intéressant. T'as même des pages de grimoire à régulièrement dans le livre, donc c'est les pages noires. Les pages blanches c'est l'histoire et les pages noires c'est les pages de grimoire. Et j'avais retenu par exemple une phrase de ce livre par rapport à la magie, la sorcellerie qui m'avait plu. Alors, mais les traditions ancestrales se sont perdues. Les sortilèges qui n'avaient pas été notés dans le livre ont été oubliés. La magie la plus vigoureuse s'est dissipée, sans raison particulière, juste parce que le temps dilue ce qui un jour était puissant. Il ne reste plus que nos dons de nuit, cette étincelle de magie en chacune de nous qui se rappelle qui l'on est, la part de sorcière en nous. Les Walkers ont commencé à employer des herbes et des petits bienfaits plutôt que de faire appel à de sombres sortilèges pour ensorceler ceux qui leur avaient fait du mal. Ma grand-mère disait qu'aujourd'hui, nous demandons juste à la lune d'aller dans notre sens, nous ne la commandons plus. Il y a tout un truc quand même autour de la magie, la sorcellerie en toile de fond qui est pas incroyable mais qui je trouve est assez inspirant, en plus que ce soit une lecture légère, plaisir, sympa quoi. Je vous partage plus que 3 livres. Je vais pas faire toute la bibliothèque parce que c'est déjà tellement long là, je n'y arrive pas. Je vais vous montrer ceux que je préfère le plus. Bon, celui-ci, allez on y va, celui-ci il a 1 milliard de post-it, je l'ai adoré, adoré, adoré et dévoré. C'est La maison qui parcourait le monde de Sophie Anderson, qui part d'un mythe slave, russe en particulier, de Baba Yaga, de la maison de Baba Yaga, qui est une maison à pattes de poulet, qui se déplace pour aller faire passer les âmes. Alors là, je résume à mort l'idée. Je vous lis ce qu'il y a derrière le livre. Tout ce que veut Marinka, c'est une vie normale, une vie où sa maison aux pattes de poulet resterait au même endroit assez longtemps pour qu'elle se fasse quelques amis. Mais c'est difficile quand vous vivez dans une maison qui parcourt le monde, vous emportant avec elle. C'est encore plus difficile quand votre grand-mère est une yaga, une gardienne qui guide les morts entre ce monde et le prochain et que vous êtes destiné à lui succéder.
Alors quand Marinka tombe sur l'occasion de changer le cours de sa vie, elle n'hésite pas à enfreindre toutes les règles avec des conséquences dévastatrices. Sa grand-mère bien-aimée disparaît mystérieusement et c'est à Marinka de la retrouver, même si cela implique un dangereux voyage dans l'au-delà. Ce livre est hyper poignant. Alors c'est un livre plutôt écrit à la base pour des pré-ados, ados, mais qui va tellement parler aussi aux adultes. Il est très touchant, il est très marquant. Je crois que j'avais tombé un post-it, mais non, tout va bien. Il est très touchant, il est très marquant, déjà au niveau de l'histoire. L'histoire principale n'est pas le mythe de Baba Yaga et de la maison à pâte de poulet, etc. C'est vraiment l'histoire de cette petite fille qui du coup va beaucoup poser de questions sur la vie, sur la mort, etc. Mais la toile de fond est quand même le passage des âmes. La question de la mort, la question de l'au-delà est quand même très présente et en ça je trouve que c'est un livre pépite. Voilà, j'ai plein de post-it parce que il y a même les prières pour accompagner les morts. Que la force t'accompagne pour le voyage long et ardu qui commence ici. Les étoiles t'attendent. T'appelle, me corrige Baba. Marche avec gratitude pour ces jours que tu as passés sur terre. Je me frotte les tempes comme si je n'arrivais pas à me rappeler la suite. Baba me souffle. Chaque moment est désormais une éternité. D'une valeur infinie, je me demande, mes pensées dérivant vers Nina, comme il serait merveilleux de pouvoir lui montrer l'océan. Et elle finit par « Tu portes en toi les souvenirs d'une valeur infinie. » Bref, c'est plein de poésie, c'est magnifique, je le conseille. Autre livre que j'avais pas mal aimé, c'est L'été de la sorcière de Nashiki Kao. On n'est pas du tout dans le fantastique, ou très peu dans ce livre. On est beaucoup plus dans quelque chose de l'ordre de la transmission entre une grand-mère et sa petite fille. Mais en fait, j'avais beaucoup aimé l'idée que ici la sorcellerie va vraiment être abordée en toile de fond très lointaine, mais aussi dans l'idée que c'est les petits actes du quotidien, de s'occuper de sa maison, de s'occuper de son potager, et ça ramène des actions un peu qui nous paraissent futiles aujourd'hui dans notre monde à quelque chose d'important, et en ça j'avais beaucoup aimé ce livre. Je finis avec un livre qui est plutôt de l'ordre du paranormal que du fantastique et la sorcellerie, mais il m'a beaucoup marqué, c'est Les Brumes de l'apparence de Frédéric Degelt. Et alors ce livre, il m'a beaucoup marqué parce que ça se déroule dans le Berry, terre de sorcières d'où je viens, donc terre de mes ancêtres, donc déjà forcément ça me parle. Et ça parle en gros d'une personne qui découvre ses dons médiumniques, qui va voir des choses et ça va bousculer, transformer sa vie. C'est vraiment un roman, mais je trouve l'histoire très parlante, et aussi le lien au territoire, aux racines, aux ancêtres qui est très intéressant dans ce livre. Il m'avait beaucoup marqué, je l'ai lu plusieurs fois et voilà. Je fais presque le tour, j'en ai pas évoqué 2-3 parce que sinon ça aurait été encore plus long, mais je pense que là déjà vous avez beaucoup d'inspiration dans ce rayon fantastique. Donc un rayon qui est fait, il nous manque encore quelques rayons à faire. Nous avons ici tout ce qui va être il y a un petit peu de tout, il y a de la magie des arbres, de la magie des plantes, beaucoup, on a un petit peu d'astrologie. J'avais mis plusieurs thématiques sur ce rayon là. Et je vous invite en fait dans les commentaires à me dire la prochaine vidéo qu'est-ce que vous voulez. Donc soit ce rayon là. Ici on a le rayon un petit peu plus spiritualité du monde et spiritualité aussi un peu plus engagée autour du féminin notamment. On a ici toute la partie nordique, donc toute la mythologie nordique, la magie runique, la magie nordique. Ici on a tout ce qui est paganisme. Et après nous avons tout ce qui est philosophie. Ensuite on a 2 rayons de tarot et d'oracle, mais ça c'est prévu, je vous ferai la vidéo, donc pas la peine de voter pour ça. Et voilà, écoutez, après c'est des rayons voyage, littérature, etc. Je verrai si je vous en parle. Dans tous les rayons que je vous ai présentés là, que je viens de vous montrer, lequel vous voulez voir? Plantes, druidisme, astrologie, un petit peu tout ça mélangé. Spiritualité du monde, nordique, paganisme, dites-moi.
Et du coup, ça sera la prochaine vidéo en fonction des votes. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, vous pouvez voir le petit pied sur lequel vous avez été posé tout le long de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et inspiré. Et puis je vous dis à très vite pour la suite de la visite de ma bibliothèque. Ciao tout le monde! C'était Mystic Moon, l'espace sacré.